Bonjour Roland Laurent Tonneikes. Bonjour Carole Olaye, bonjour à tous les initiateurs de la dynamique Waro ou Romiwa. Au passage, bonjour et bonne chance à vous. Bonjour chers téléspectateurs, internautes et auditeurs. Bonjour Marc Goudjano. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour Roland Laurent Tonneikes, bonjour à tous les amis, téléspectateurs et auditeurs. Bon. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi matin et tout honneur et toute gloire à Dieu. Oui, ça c'est vrai. Ma prononciation ne vous a pas fait sourire également parce que bon, au niveau de... J'étais tombée sur cela comme ça et puis... Ouais, on est dans une période où... Oui, les Béninois sont ingénieux. Ingénieux, hein? Même en langue fond. Oui. On trouve des noms d'étrangers. Ce n'est que le début, hein, ce n'est que le début. Vous en découvrirez encore beaucoup plus. Bientôt, dans les vous jours allez qui voir vont l'amicale venir. des Émidiens, Romiel Wadaï. Merci également à vous, hein, Carole Olaye, pour votre coup de cœur hier. J'ai suivi, malgré qu'il y avait quelques jaloux sur le plateau et qui ont réclamé pour d'autres également. Merci quand même d'avoir pensé à moi. Je pense à vous à chaque fois que je tombe sur Si, les poissons voilà. en faisant l'horoscope. Heureusement que vous avez dit là, si vous pensez à lui chaque fois que vous pensez, vous lisez l'horoscope de poisson. Oui, oui, l'horoscope de poisson. J'ai cru oui. entendre, je pense à vous tout le temps. C'est parti, premier sujet à débattre sur ce plateau, ce sera toujours politique. Feuille de route pour la désignation ce jour du duo de candidats de les démocrates. Deux camps s'affrontent, la candidature des députés en sursis. Roland Laurent Tonneikes. Je crois sur que ces deux camps-là. il y a deux, Qui s'affrontent. il y a deux camps qui s'affrontent. Lesquels? Il y a d'abord un camp, le camp des élus, qui estime que la question ou le débat sur l'autoparrainage ne devait pas se faire parce que ça a commencé par être un sujet de discussion ou un critère d'élimination de certains potentiels candidats. Mais qui vous souvenez que sur ce plateau, il y a un mois, on disait quand la Sénat a parlé, il faut qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle. Ils auraient dû saisir la Cour constitutionnelle déjà, cette question aurait été déjà vidée et puis on ne serait plus en train de faire ce débat. Le temps passe et ils sont en train dans une polémique, ils sont dans une polémique. Toujours est-il que sur la question de l'autoparrainage, il faut quand même faire très attention. Ceux qui pensent que c'est une vaine polémique ou un vain débat, je crois qu'il ne faut pas prendre le risque pour le risque. Il vaut mieux avoir l'assurance. Donc, le mieux aurait été que dès lors que la Sénat a donné sa réponse, qu'ils saisissent en même temps la Cour constitutionnelle qui est une institution qui peut interpréter les lois et qui a d'ailleurs déclaré conforme à la Constitution ce code électoral, ce qui n'a pas été fait à temps. Et je crois que le moment s'y prête, il faut vite le faire pour vérifier, pour s'assurer. Et ceux qui sont potentiels candidats, qui sont les élus, qui pensent que c'est un critère pour les éliminer, auront gain de cause en saisissant la Cour. Si la Cour leur donne raison pour leur dire qu'ils peuvent être candidats. Ça, c'est un problème. Le deuxième camp, c'est le camp-là, qui pense que oui, évidemment, il faut que les élus ne soient pas... Il ne faudrait pas que les élus soient candidats. Et donc, eux, ils sont en position de... Ils n'ont rien à craindre, ils n'ont pas de parrainage, d'autoparrainage à craindre, et donc ils peuvent être candidats. Et pour éviter toute interprétation demain qui pouvait contribuer à invalider la candidature du Parti des démocrates, il vaut mieux les compter sur eux et les choisir plutôt que d'aller chercher ceux qui sont des députés et qui, aujourd'hui, Dieu seul sait ce qui va se passer si éventuellement la Cour ne donne pas une décision claire sur la question et que les gens déposent le dossier. En son temps, la loi profite toujours au plus fort, je l'ai toujours rappelé. Il faut faire attention. Donc c'est voilà les deux camps qui s'affrontent. Le camp des députés qui estime qu'il y a, parce que dans le camp des députés, je ne vais pas citer le nom, il y a au moins 4 à 5 personnes, environ en tout cas, qui souhaitent être candidats à tout prix. Quel qu'en soit le motif qu'on peut avancer, eux, ils estiment qu'ils sont en droit d'être candidats. Mais de l'autre côté, les autres disent non, oui, vous voulez être candidat, mais on n'a pas vidé la question sur l'autoparrainage. J'ai envie de vous demander lesquels. Les noms? Oui. Je ne citerai pas les noms. Je ne citerai pas les noms parce que ça va leur faire mal. Je connais au moins 2, 3 qui aujourd'hui, qui menacent même non seulement au-delà de l'ambition, menacent de se retirer de la dynamique du Parti des démocrates si éventuellement c'est ce critère-là qu'on utilisait pour les empêcher d'être candidats. Donc il y a une menace de division au sein du Parti des démocrates aujourd'hui et le camp de ceux qui sont élus qui ont le parrainage estime que bon, si nous on ne peut pas être candidat alors que clairement on ne nous a pas empêché d'être candidat alors que puisque nous sommes députés, si vous amenez ce critère sans un motif valable ou un argument
convaincant, nous, on serait prêt à claquer la porte. Et donc, il y a ce risque-là. Et je crois que ça va arranger la mouvance. Attendons de voir comment ça va se passer. Marc Goudjano. Oui, feuille de désignation, feuille de route pour la désignation au niveau du Parti Les Démocrates. Il faut remarquer que c'est le seul parti qu'on peut estimer aujourd'hui véritablement de l'opposition qui puisse aller rivaliser avec le camp d'en face. Et depuis fort longtemps ou depuis peu, le débat s'alimentait sur la proposition de leur duo de candidature, ce qui traîne. Et voilà des raisons également qu'a évoqué Laurent tout à l'heure qui montrent pourquoi il y a ce retard-là, parce qu'il y a un certain nombre de questions liées au choix, d'accord, qui se posent. Il y a un certain nombre d'incompris qui sont liés, par exemple, au système de parrainage, par exemple. Est-ce que notre député peut s'auto-parrainer? Et si éventuellement il y a parmi le lot des députés qui veulent être candidats et que finalement, en déclarant leur candidature, un autre camp saisit la cour pour dire que normalement ils ne doivent pas s'auto-parrainer, ça pose un problème déjà directement. Et ça pose problème déjà au niveau du parrainage parce qu'ils sont 28, limite. Et donc si on écarte peut-être ces potentiels candidats, ces deux, après l'interprétation de la cour, ça veut dire que c'est sûr que le parti ne pourra plus aller aux élections. Et donc, c'est quand même, ce serait quand même dommage. Et donc, pour eux, normalement, ils doivent rentrer dans une dynamique d'anticipation par rapport à tous ceux qui pourraient venir pour pouvoir quand même bouleverser l'ordre des choses à leur niveau. S'ils n'anticipent pas et que chacun essaie de tirer de son côté, le drap de son côté, en estimant peut-être que c'est lui qui doit forcément être candidat, c'est lui qui a amené le financier qui doit permettre de pouvoir avoir, en tout cas, l'essentiel pour pouvoir financer la campagne électorale. Et donc, il y a un certain nombre de considérations qui doivent être laissées de côté. Parce qu'il faut prioriser l'intérêt du groupe, normalement. C'est ce qui doit les caractériser en ce moment où ils ont un grand défi. Parce que le camp d'en face ne leur fera pas de cadeau, hein. Et donc, du coup, lorsque vous savez qu'en face, on ne vous fera pas de cadeau, c'est à vous de pouvoir anticiper, de mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir quand même essayer de limiter les dégâts. Limiter les dégâts reviendrait également parfois à faire des concessions, même si vous voyez que c'est vous qui avez le monopole et que c'est vous qui apportez la plupart des moyens. C'est comme on fustigeait toujours le fait que Boni Yayi, en tant que président du parti, en tant que leader du parti, allait peut-être imposer son veto dans le choix du duo de candidature. Et parfois pour l'intérêt général, d'accord, et pour le combat qui est en vue, il était peut-être parfois, je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans le secret, peut-être il était obligé parfois de faire des concessions. D'accord, celui qui l'estimait peut-être mettre là n'a pas, en tout cas, l'assentiment de tous les autres députés. Et donc, il est obligé de laisser couler d'abord et de revenir peut-être, de laisser ceux qui ont des envies au sein du parti. Parce que l'essentiel, ou bien je dirais même le cœur même du système partisan, c'était que les vrais militants qui sont à la base, qui sont également ces honorables députés, qui ont milité pour le parti, fassent partie de ceux qui, quand même, seront candidats pour les présidentielles. Et si le candidat doit venir d'ailleurs, ça veut dire que, tel que l'on l'a vu, puisque même dans le choix du duo de candidature au niveau de la mouvance présidentielle, on fustille déjà que le système partisan, l'esprit du système partisan a été dévié un peu. Ça n'a pas été respecté comme cela se doit. Et donc, du coup, si dans cette dynamique, les démocrates arrivent quand même à respecter cette dynamique, à continuer dans cette dynamique, à pouvoir respecter les tests, à trouver un candidat qui soit également militant et acteur clé du parti Les Démocrates, ça grandirait le parti. Aujourd'hui, ils sont confrontés à d'autres difficultés. Et dans cette difficulté-là, il faut quand même qu'ils fassent des concessions, laisser si possible quelqu'un d'abord qui n'est pas forcément député, qui ne doit pas forcément donner son parrainage et qui a la carrure, qui a le charisme nécessaire, qui a ce poids politique et ce mindset intellectuel pour pouvoir quand même aller au-devant de la scène, pour aller quand même défendre les couleurs des démocrates. À eux de pouvoir faire leurs calculs, à eux de pouvoir juger ce qui est bon pour eux.
une chose est sûre, ils savent qu'ils ont en face un candidat ou bien un duo de candidatures très redoutable, qui ont les moyens nécessaires, qui ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir aller sur le terrain et les combattre. Et donc, si déjà maintenant ils arrivent à faire de ces erreurs-là, ça leur sera préjudiciable et le peuple ne pourra rien faire pour eux. En tout cas, leurs militants, je dirais, hein, ne pourront rien faire pour eux. Alors, Roland Tonneikes, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est le processus de désignation qui est susceptible aujourd'hui d'unifier ou de diviser le parti, les démocrates? D'abord, il faut quand même faire comprendre à tous les élus ou tous les potentiels candidats du Parti des démocrates qu'en réalité, ce n'est pas une personne qui fait l'affaire. C'est un combat d'ensemble qu'ils doivent faire. Et donc, que ce soit Regoundete, que ce soit Nouroudine Sakasalé, que ce soit Nourenou Achade, que ce soit Kamel ou Kamer Ouassangari, que ce soit qui vous voulez. Ce n'est pas le cinquième, j'attendais. Oui. Ce n'est pas... Non, c'est un mélange, justement. Vous ne m'avez pas eu. Parce que j'ai mélangé. Donc, vous ne savez pas qui est de l'autre côté, qui n'est pas de l'autre côté. Alors, que ce soit ces personnes-là, les gens doivent pouvoir commencer par comprendre. On sait qui est député, on sait qui on n'est pas. On doit comprendre, ils doivent comprendre que le parti est au-dessus de tout. Et l'objectif à atteindre est au-dessus de tout. Ce n'est pas forcément tel qui va aider à gagner les élections. Les gens sont dans une dynamique et leur problème, c'est n'importe qui vient, on gagne. Quand vous regardez le schéma au Sénégal, Sonko était porteur d'une vision. Il a été emprisonné. Il ne pouvait plus être candidat. Il était inéligible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a proposé Diomaye Faye. Diomaye Faye qui n'avait pas une vision, en tout cas, qui n'était, même s'il était derrière Sonko, ce n'est pas les mêmes personnalités. Mais la dynamique a fait que les gens ont accompagné Diomaye Faye. Donc, il faut que le parti travaille à cela plutôt que de penser que c'est peut-être il faut tenir compte. Vous savez, le débat véritable au sein du parti, les démocrates aujourd'hui, d'abord aujourd'hui, il y a aussi un autre débat, bon, en dehors des deux autres camps, c'est la nécessité d'aller piocher peut-être quelqu'un en externe qu'on peut porter. Mais est-ce que c'est la meilleure solution? Non, mais écoutez, la loi est claire là-dessus. Hein. Le parti peut aller coopter quelqu'un ailleurs et porter sa candidature. La preuve, la mouvance vient de nous montrer le chemin pour montrer aux gens que oui, ils peuvent le faire. Donc, mais ce débat aussi, par exemple, fait grincer les dents au sein du parti parce que ceux qui sont élus ou bien ceux qui sont membres du parti estiment que non, on ne va pas faire tout ce combat pour qu'on amène quelqu'un pour le coopter, qu'il soit candidat titulaire ou colistier. Donc, finalement, est-ce que les gens sont dans ce parti-là pour une vision d'ensemble ou bien ils sont là pour une vision personnelle? Justement, voilà qui vient donner encore un sens à ma question. Quel est le processus aujourd'hui de désignation pour Yahi Bonnet susceptible d'unifier le parti? Je crois que je l'ai dit il y a 2 semaines, je l'ai répété à plusieurs reprises. Le choix qui sera fait doit être un choix de raison et non un choix de cœur. Les sentiments ne doivent pas jouer dans cette affaire. Même si Boni Yahi pense que sa fille Rachel peut être colistière, il doit pouvoir, attention, regarder ceux qui sont autour de lui, pour voir si éventuellement en positionnant sa fille Rachel, si ça ne va pas faire grincer les dents au sein du parti. Boni Yahi doit voir si, en positionnant Eric Roundete, est-ce que ça ne va pas faire l'affaire? Est-ce que ça ne va pas faire grincer les dents? Il faut regarder tout ça. Est-ce qu'en positionnant Nouroudine Sakasalé, est-ce que ça fera l'affaire? Mais est-ce que les autres vont accompagner? C'est autant de choses. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour Boni Yahi de se mettre, en tout cas à tous les égards, au-dessus de la mêlée. Ça va lui être difficile parce qu'il y a plusieurs personnes qui lui mettent la pression. En dehors des candidats, en dehors des élus, députés, en dehors des potentiels candidats membres du parti, je peux vous assurer que les pressions viennent de l'extérieur. Et la pression est énorme pour l'ancien chef d'État. Du coup, d'autres personnes passent par presse interposée pour forcer la main à Boni Yahi. On lit que Daniel Eda peut-être est le candidat naturel du parti. Après, vous lisez tel nom à la une d'un journal. On passe par tous les moyens pour lui mettre la pression. Et avec tout ça, il y a aussi les lobbies. J'ai parlé ici sur le plateau des lobbies. Il y a le lobby financier, il y a le lobby religieux, il y a le lobby politique également. Et le lobby politique, ce n'est pas que positif. Il y a le lobby politique
qui agissent pour que ce soit négatif du côté de la mouvance, de l'opposition, pardon, et pour que ça arrange l'opposition. Parce qu'ils savent très bien que tel ou tel candidat du Parti des démocrates serait facile à battre dans les urnes que tel autre candidat. Parce qu'ils ont compris que les gens ne font pas un combat de vision ensemble, mais ils font un combat de vision personnelle. Et c'est ça qui fait que, oui, certains élus peuvent dire aujourd'hui, sans avoir une assurance de ce que le candidat peut être validé, de dire que oui, si nous on n'est pas candidat, on retire notre parrainage avec cette menace qui plane sur le parti. Marc Goudano. Oui, il faut... Ce qui guette réellement les démocrates, ce choix où parfois ce duo de candidature qui sera choisi soit invalidé, d'accord, juridiquement parlant. L'autre cas, c'est de pouvoir permettre également à choisir un duo de candidature qui soit externe, d'accord, aux députés qui sont là aujourd'hui actuellement. Et même dans ce choix, il faut que ce choix soit vraiment représentatif des différentes perceptions des députés aujourd'hui qui ont toujours combattu pour le parti jusqu'à ce jour. Et si ce choix est mal fait, ça va impacter forcément les militants à la base, ça va impacter les députés qui sont là aujourd'hui, qui avaient déjà commencé par nourrir cette envie de pouvoir aller au présidentiel. Si on n'arrivait pas à régler ces problèmes, c'est qu'on arrivera peut-être à assister encore à d'autres arrossis au sein du parti, les démocrates, où vous allez voir certains députés qui vont dire c'est vrai, nous avons donné notre parrainage, c'est vrai que nous étions avec le parti juste là, mais avec tout ce qu'on voit, on envoie notre cœur, hein, on est de cœur avec Romuald Wadagni, et donc vous assisterez également à plusieurs autres honorables arrossis qui vont naître au sein du parti, les démocrates. Et également, dans ce choix, il faut être très vigilant parce que lorsque vous voyez en face un duo de candidature qui est composé d'un jeune technocrate qui est assez jeune et également d'une femme qui incarne l'équilibre genre, d'accord, et qui incarne également la femme béninoise, ça veut dire que vous devez faire très attention lorsque vous devez choisir votre duo de candidature. Et si les démocrates ne font pas cette analyse et passent à côté, en n'allant pas faire le choix de quelqu'un qui soit également jeune, d'accord, et en faisant l'équilibre également au niveau du genre, en choisissant comme colistière une femme, s'ils ne font pas cela et qu'ils rentrent dans le jeu politique, c'est-à-dire le jeu des intérêts, où c'est mon intérêt qui doit forcément primer en ne considérant pas les enjeux du moment, ça va être préjudiciable au parti et in fine, ils vont commencer par dire qu'on a tout fait pour les bloquer, on a tout fait pour les empêcher d'aller aux élections, alors que bien avant les élections, vous avez au moins la possibilité de mieux vous préparer, d'éviter tous les pièges qui existent. Comment Yahi Boni aujourd'hui peut venir à bout de ce dilemme? En réalité, il a les cartes en main. Hein. Il a les cartes en main parce que... Est-ce que ça lui sera facile? Bon, vous savez... puisque même... seul, il ne peut rien faire, on en a conscience. Alors, comment sortir de ce dilemme? Non, sortir de ce dilemme, d'abord, ça part déjà d'un échange, d'un dialogue franc, d'accord, entre les honorables députés et sa personne à lui, pour qu'ils puissent quand même juger opportun, d'accord, de l'enjeu du moment qui doit être départi de leur intérêt personnel. Parce que si éventuellement, il peut leur présenter en réalité un schéma où, si lui-même personnellement devait peut-être prioriser un duo de candidature, peut-être qu'il va choisir peut-être pas le candidat qu'ils sont en train de souhaiter, et pas un candidat en leur sein au niveau des députés. Peut-être qu'il a un autre candidat. Mais pour l'intérêt commun, il était obligé peut-être de laisser ce duo de candidature. De la même façon, eux-mêmes en tant que députés, ayant également pris part à la gestion de la chose publique au sein du Parlement, auront également cette possibilité de pouvoir laisser, de ne pas dire qu'ils seront forcément candidats, parce que sachant que ça ne va pas forcément marcher. Et même lorsque vous jetez un coup d'œil sur les députés démocrates aujourd'hui, combien parmi eux peut être un candidat qui va avoir, en tout cas, le quitus ou bien l'assentiment de tous les Béninois ou bien de tous les militants démocrates à la base? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Et de ce coup, il faut forcément trouver également quelqu'un qui puisse être une alternative pour le parti et représenter également cette classe de la jeunesse dont je parle également, et qui représente également l'équilibre genre
que j'ai évoquées tout à l'heure, qui puissent quand même permettre à ce parti-là. Et donc, Yahya Boni, en tant que leader du parti, doit peser le pour et le contre, doit trouver les arguments nécessaires pour faire comprendre aux honorables députés tous ceux qui militent dans ce choix-là. Et eux-mêmes, ils auront également leur quitus à donner, ils auront également leur veto à donner pour pouvoir permettre quand même qu'ils puissent s'entendre. Parce que si éventuellement, déjà dans le choix du duo de candidature, vous n'arrivez pas à vous entendre, ce n'est pas sur le terrain que vous irez faire un travail. Ça serait un travail d'hypocrite qui sera fait sur le terrain. On a vu ceux qui ont toujours crié Zissou dans ce pays, qui sont allés, nuitamment, qui sont allés faire campagne, d'accord, pour Patrice Talon. Et donc, c'est à ça qu'on va également assister. Et donc, il faut qu'il, en tant que père de famille, qu'il puisse quand même trouver le nœud nécessaire quand même pour essayer de pouvoir les convaincre, les amener à bon port pour le bien du parti et pour le bien des militants également. Alors, je crois que dans ce débat qui se fait aujourd'hui... Quels sont les compromis possibles? Il n'y a pas fait de compromis. Bon, compromis, d'accord, peut-être que certains candidats doivent pouvoir peut-être à un moment donné s'asseoir pour dire, bon, écoutez, si c'est moi qui dois bloquer les choses, je préfère laisser tomber et laisser couler. Mais ce n'est pas facile d'avoir ça des acteurs politiques béninois. Mais je reviens sur la question du parrainage pour dire qu'un certain camp estime que ce n'est pas la peine d'aller saisir la Cour parce qu'ils ne font pas confiance à la Cour. Mais moi, je pense de ma petite position qu'il vaut mieux saisir la Cour pour être sûr, plutôt que de ne pas saisir la Cour et d'être surpris que les candidatures soient invalidées après. Alors, puisque c'est bien clair dit, c'est bien dit dans la loi que dès lors que l'un des candidats du duo, sa candidature est invalidée, c'est que tout le duo est invalidé, donc il n'y a pas possibilité de changer de nom. Alors, pour ne pas en arriver là, est-ce que ce n'est pas mieux de saisir la Cour aujourd'hui? C'est vrai que les gens font référence à une décision de la Cour en 2021 qui dit que le candidat, l'élu est libre de parrainer qui il veut. Mais à cette époque-là, le problème d'autoparrainage ne se posait pas pour autant parce qu'il n'y avait pas question de nombre juste de parrainage. Ici, nous sommes dans un contexte où le Parti des démocrates a 28 députés, 28 parrainages, le nombre qu'il faut. Dès lors qu'un problème se pose, ils avaient même 29 parrainages en cours, je pourrais dire d'accord, prenez le risque de voir pour voir ce qui va se passer. Mais là, ils sont à 28, juste. Donc, il n'y a pas possibilité pour... Là, s'ils étaient 29, c'est que celui qui est candidat ne se parraine pas et les autres 28 autres le parrainent. Mais là, ils sont 28 juste. Donc, je crois que c'est une incertitude. Ce n'est pas la communication qui se fait autour qui règle le problème. Il vaut mieux... Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte, saisir la Cour. Moi, je pense qu'il faut saisir la Cour là maintenant. Même si vous ne faites pas confiance à cette Cour-là, le peuple béninois aura constaté. Mais si vous ne le faites pas et que vous déposez votre candidature et que la candidature, il en arrivé que la candidature était invalidée pour question de tout parrainage, le peuple dira, mais c'est vous-même qui avez fait l'erreur. Parce qu'il ne faut pas toujours penser que le peuple... Ce peuple, excusez beaucoup, hein, puisque nous servons tous parfois ingrats. Ah oui. Et parfois, le peuple ne réagit pas dans certaines conditions. Mais écoutez, la seule chose que les gens feront en son temps, vous allez voir que quand ça va se poser comme problème, les gens vont décider de faire abstention et n'iront pas voter. Pendant que les militants de l'autre camp vont sortir majoritairement pour aller voter et ils diront après qu'ils ont gagné par KO. Parce que le constat sera là. C'est mon avis sur la question. Et je dis, oui, maintenant, cette question de... comment est-ce qu'il faut faire compromission ou pas compromission? Je continue de dire que ce soit les élus, que ce soit ceux qui ne sont pas élus, il faut qu'ils s'asseyent, qu'il faut ceux qui se regardent. Parce que là, vous allez voir, les camps s'affrontent à distance, Boni est au milieu, et les autres sont, leur position ne veut pas capituler, les autres également, pour dire non, c'est pas possible, voilà. Et dans cette situation, il perd du temps. C'est vrai que je sais hein, que, oui, pour le moment, c'est question de quitus fiscal qu'on a mis devant pour dire le candidat sera connu au plus tard le 14 octobre. En octobre, de toute façon, le candidat sera connu, le dieu de candidature sera connu. Mais à la date d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore sûrs de qui sera titulaire et colistier. Parce que les autres, avec leur pouvoir de parrainage, menacent. Et parce qu'avec les autres, avec leur appui derrière et les différents lobbies, ça menace et ce n'est pas du tout bon pour eux. De toute façon, comme je l'ai dit, cette opposition a tout le temps fait des erreurs. Ça a été fait en 2019,
les autres ont réussi à trouver cette conformité. Ça a été fait en 2020 également, et puis ils ont trouvé les mécanismes pour les écarter. En 2021, on a vu ce qui s'est passé, et en 2023 également. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de faire encore des erreurs, multiplier les erreurs, perdre du temps pour que les autres viennent les dribbler encore en 2025-2026. Marc Goudianou, vous avez un mot à dire pour finir avec le sujet? Non, je pense que les démocrates, ils ont leur destin en main, hein, de pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir se tirer du jeu, hein, parce que une chose est sûre, la question du parrainage a été soulevée un peu plus tôt, depuis fort longtemps. Ils ont eu le temps nécessaire pour alimenter. Ils sont allés voir la Sénat, et quand ils sont allés voir la Sénat, j'ai été clair dessus. J'ai dit, la Sénat n'est pas une institution juridique pour pouvoir trancher sur la question. La Sénat ne va que donner son avis, hein. Sinon, normalement, c'est ceux qui doivent trancher là-dessus. Un avis qui peut être mis en cause. Oui, à tout moment, hein. À tout moment, ça peut être mis en cause à tout moment par le système judiciaire. Ça peut être mis en cause à tout moment. Et donc, c'est pour ça que je leur disais à l'époque, quand le débat avait été soulevé, que ce n'est pas comme une parole d'évangile et que ça ne va pas être retouché ou bien on ne reviendra pas dessus. Et donc, s'ils se taguent sur ça, en prenant le risque de pouvoir présenter un député et après, l'autre camp les assigne en justice en disant que le député ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle pour dire que peut-être ils ne peuvent pas s'auto-parrainer et qu'il y a une décision judiciaire qui les renforce. Et finalement, avec les 28 députés, ils auront moins de 28 députés, donc ils ne pourront plus présenter un duo de candidatures. Et donc, du coup, ils ont leur destin en face, à eux de pouvoir savoir ce qui est bien pour eux. Ils sont assez grands. Donc, ils n'ont qu'à juger utile ce qui est bon, hein. Nous, on est là, on va argumenter, on va analyser, on dira ce qu'on en pense par rapport à l'avenir. Alors, autre sujet à débattre sur ce plateau, destruction des plaques d'immatriculation, une conséquence du laxisme initial. C'est Matin Libre qui s'intéresse à la... Oui, c'est annoncé. Oui, il faut dire, oui, ils ont annoncé la destruction des plaques d'immatriculation. Il faut rappeler que... non récupérées par oui, les citoyens béninois. Oui. C'est vraiment dommage, hein, parce que, vous savez, il fut un temps où on avait demandé à tout le monde de pouvoir demander les plaques d'immatriculation, de pouvoir avoir ça au niveau de nos motos. Et les citoyens en tout cas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient quand même pour pouvoir faire cette demande au niveau de la NAT. Et finalement, les plaques ont été mises à disposition, mais ils ne sont pas allés retirer. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'au départ, lorsque l'on a commencé par arrêter les motos pour pouvoir demander d'aller faire les plaques, la demande était très forte. Et donc, il fallait prendre tout un protocole d'abord avant de pouvoir faire la demande. Il y avait également les démarcheurs qui étaient à l'entrée de la NAT et qui faisaient tout leur show et qui ne facilitaient pas. Il n'y avait pas quand même une facilitation pour les citoyens de pouvoir faire facilement cette demande-là. Mais lorsqu'on est passé à cette étape et que les plaques sont disponibles aujourd'hui, il faut qu'on aille enquêter pour voir véritablement si la NAT a cette possibilité de pouvoir donner les plaques librement aux citoyens qui ont vraiment fait la demande. Parce qu'il se fait que parfois, lorsque certains vont faire la demande pour retirer la plaque, on leur dit on doit vous ficher la plaque. Normalement, bon, le citoyen a la liberté de pouvoir ficher sa plaque lui-même lorsqu'il va dans un lieu de réparation pour pouvoir quand même faire chez un soudeur pour pouvoir faire sa fixation. Et donc, il y a certains faux frais qui étaient occasionnés de part et d'autre, que ce soit à l'entrée de la NAT, que ce soit à l'enceinte. Et donc, il faille qu'on quand même libère tout cela, puisque vous avez vu, la NAT a été confrontée à beaucoup de malversations. Et il y a eu beaucoup de licenciements à ce niveau-là aussi. Donc, il faut que l'État donne peut-être officiellement le délai. D'accord? Un dernier délai. Moi, je propose qu'on donne encore un dernier délai aux citoyens. Un dernier délai peut-être d'1 mois, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu retirer, moins d'1 mois aujourd'hui. Voilà, à ceux qui n'ont pas pu de pouvoir aller faire le retrait des plaques. Et s'ils ne le font pas, c'est normal que l'État détruise ces plaques. Parce que ça peut donner lieu à des fraudes. Imaginez si un agent qui travaille à la NAT et qu'on dépose ces plaques d'immatriculation qui n'ont pas été retirées, qui sont là. Et que frauduleusement, il fait sortir ces plaques-là pour donner à quelqu'un. Et que quelqu'un va ficher ça sur une moto pour aller faire peut-être un braquage ou tout ce qu'on peut penser. Éventuellement, c'est un problème de sécurité qui se pose.
alors que la plaque ne revient pas normalement à la moto. Et donc, lorsqu'ils n'iront pas retirer cette plaque, l'administration ne pourra pas garder forcément ces plaques de façon éternelle là. Il faudra à un moment donné les détruire, parce que ce sont des numéros qui sont attribués. Et si ces numéros ne sont pas utilisés, qu'on continue à attribuer également d'autres numéros et ou bien à réattribuer ces numéros-là et à continuer. Éventuellement, sinon, ça posera un véritable problème. Je pense qu'il faut que les citoyens également prennent leurs responsabilités. Lorsque vous avez fait une demande et que la plaque est disponible, il faut également que l'ANAT également puisse rentrer dans la digitalisation. Ça, c'est mon avis. Il faut qu'il rentre dans la digitalisation de telle sorte que lorsqu'un citoyen fait la demande de la carte, de la plaque, et que la plaque est disponible, qu'on puisse trouver un moyen d'envoyer des notifications aux citoyens pour leur dire « Votre plaque est déjà disponible, passez retirer ». Comme d'autres services où quand votre document est prêt, on vous envoie un message, il y en a même, on vous appelle pour dire venez chercher. Il faut que, puisque avant de pouvoir faire cette demande, forcément, il y a un numéro de téléphone qui est associé à cette moto-là. Et donc, ils peuvent déjà informatiser cela, digitaliser cela pour envoyer maintenant un dernier message peut-être à tous ceux qui sont dans le cas. On peut leur envoyer un message, un SMS, avec le réseau de téléphonie, encore que Cell Bénin a un réseau de téléphonie qui est Celtis Bénin, ils peuvent envoyer des messages gratuitement à ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Ils peuvent négocier avec les autres réseaux de téléphonie pour pouvoir leur envoyer un texto pour leur dire passez retirer, parce qu'il y a certains, par exemple, qui ont pris part des démarcheurs. Tout à fait. Et qui ne savent même pas si leur plaque est déjà disponible parce que le démarcheur ne leur a pas dit que la plaque est déjà disponible parce que lui, il attend peut-être un retour de 2000, un retour de 5000 avant de déclarer peut-être aux citoyens que sa plaque est disponible. Et donc, dans ce cas, si la NAT arrive quand même à envoyer un message à ces individus-là, ils pourront aller retirer leur plaque d'immatriculation s'il le faut. Roland, on a une question. Oui, je crois que la NAT a appelé, et les gens ne sont pas allés chercher. Moi-même y compris. Bon, c'est vrai que la moto n'est plus... C'est vrai que la moto existe. La moto... La moto est là. Non, n'est plus en forme. Vous m'avez vu conduire ça depuis quand? Sauf que je pourrais aller chercher au moins la plaque. Allez chercher votre plaque. Elle est là. Mais je ne vais pas chercher la plaque et mettre ça sur mon portail. Il faut la placer. Oh, même si la moto est trop lente. Vous voulez que mettre ça sur le portail? Non, mettez ça sur la moto. La moto n'existe plus. Vous m'avez vu conduire ça depuis quand? Oui, vous ne conduisez pas, mais elle est là, non? Elle est là. Non, je pense que véritablement, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui ont des motos en forme, qui vont à Cotonou. Et qui circulent avec les motos. Pour les gens comme moi, ce n'est pas la peine. Donc, oui, pour moi, vous pouvez détruire, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas sérieux. Pour moi, vous pouvez détruire, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres qui ne viennent pas chercher, qui roulent à Cotonou sans plaque, arrêtez-les, sanctionnez-les. S'ils n'ont pas de plaque, je vous accompagne. Je vous soutiens dans ce combat parce que, oui, évidemment, je ne conçois pas que ce soit sérieux de conduire moto de Cotonou jusqu'à Porto-Novo, ou de Clavi jusqu'à Alada, sans plaque, alors qu'en réalité, on lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, avec les plaques d'immatriculation, on peut facilement repérer quelqu'un qui est venu commettre un forfait. Donc, si vous ne prenez pas votre plaque... Là... Justement, c'est pour ça que je me dis, est-ce que la meilleure chose aujourd'hui, c'est de détruire vraiment cette plaque-là, ou c'est d'essayer de rentrer en contact avec les propriétaires. Quel contact? C'est vous qui voulez acheter crédit aux gens là-bas? Hein? On a appelé, écoutez, ça fait pratiquement plus de... Est-ce qu'on a appelé non, attendez, non, Marc Goudjanou Carole, on va y aller terre à terre. Ça fait plus d'1 an que la NAT appelle les gens à venir retirer leurs plaques. Quand vous déposez le dossier... Mais combien de personnes suivent la télé? Combien de personnes ont le téléphone? Non, même depuis cette date-là, beaucoup sont déjà allés chercher leurs plaques. Donc, si c'était soit allé chercher... Non, si on arrête quelqu'un avec sa moto, je suis sûr que, et s'il a sa plaque là-bas, il va courir pour aller chercher. Ceux qui sont allés chercher, c'est ceux qui sont allés payer les 10 000 ou 5 000 dans la caisse de l'État. Quand on les a arrêtés, ils ont compris qu'il faut aller prendre. Donc, il faut continuer. On ne va pas les appeler. Parce que vous avez déposé un dossier. On vous a dit les plaques sont disponibles. Est-ce que vous êtes allé? Si quelqu'un est parti... Vous n'avez jamais déposé un dossier, on vous a appelé pour ça? Attendez, si quelqu'un a déposé... Vous n'avez jamais déposé un dossier, on vous appelle pour le cas d'espèce. Donc on peut le faire, c'est un service public. Je dis, pour le cas d'espèce, si vous avez déposé un dossier et qu'on dit, venez chercher les plaques, si vous êtes allé là-bas, vous allez là-bas et que vous n'avez pas votre plaque, dénoncez-nous, on va vous soutenir.
D'accord? Les gens ne font même pas l'effort d'aller là-bas pour vérifier. Et ils attendent qu'on les appelle individuellement. Mais si les policiers les arrêtent 2, 3 fois et qu'ils payent 5 000 2 fois, je suis sûr qu'ils vous iront chercher. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter de pouvoir être complaisant avec les concitoyens. Non, ce n'est pas une complaisance de demander à la NAT de pouvoir envoyer un SMS ou de pouvoir appeler les citoyens qui ont fait la demande. Ils peuvent le faire. Marc Boudjanou, je donne l'exemple. Un citoyen qui a donné... C'est encore mieux que de détruire les plaques. Un citoyen qui a déposé le dossier. On parle de 11 000 quand même. Un citoyen qui a déposé le dossier par le passé, d'accord? Et qui aujourd'hui peut-être n'utilise plus le numéro qui était sur son dossier. D'accord? On va l'appeler par Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un cas général. Il faut détruire les plaques. Et ceux qui n'ont pas de plaques n'ont qu'à aller déposer de dossiers pour avoir d'autres plaques. C'est simple, on ne va pas perdre de temps pour ça. Parce que ça fait plusieurs mois que les gens appellent aux gens, les citoyens à venir chercher. Mais est-ce que tout le monde a l'information, justement? Parce que Carole l'a évoqué. On l'a fait par quel moyen? On l'a fait par quel moyen? Par les télé, la radio? Est-ce que tout le monde... Il y a des communiqués qui sont passés, Marc Boudjanou. Moi, je dis... Il faut qu'on se dise la vérité, que nos compatriotes comprennent qu'à un moment donné, il faut arrêter. On est d'accord sur la question, mais on parle des solutions également. Les gens sont tout le temps sur WhatsApp, ils lisent tout. Les messages passent dans Non, tous les Béninois ne sont pas sur WhatsApp, je suis désolé. Écoutez, tous les Béninois ne sont pas sur WhatsApp. La majorité quand même. Mais maintenant, est-ce que les gens... Bon, ok, les gens n'ont pas l'information sur WhatsApp. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Attendez. De façon générale, supposons qu'ils n'ont pas l'information. Non, je vais vous prendre au mot. Les gens n'ont pas l'information sur WhatsApp, première chose. Les gens ne suivent pas la radio, deuxième chose. Les gens ne suivent pas la télé, troisième chose. Oui. Mais les gens savent qu'on arrête pour plaque, défaut de plaque. Ça, c'est en circulation. Ils le savent, non? C'est en circulation. Ok, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire. C'est simple. Ils n'ont pas l'information à la radio, ils n'ont pas ça à la télé, ils n'ont pas ça sur WhatsApp, non. C'est pas grave, ok. Mais est-ce qu'ils savent qu'on arrête les motos pour défaut de plaque? Ils savent ça au moins, non? S'ils savent ça, ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils doivent faire. C'est simple. On n'a pas de temps à perdre pour ça. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Nous allons passer... En réalité, tout ce qu'on conseille, c'est de... Nous ne sommes pas là pour pouvoir être rigides sur un certain nombre de questions. Non, je ne suis pas rigide. Non, attendez. Au fait, on parle des populations. Et lorsque vous prenez la population, vous pensez à tout le monde, à tous les cas de figure qui puissent exister. Et dans tous les cas de figure, il se peut qu'il y ait des citoyens qui n'ont pas l'information, d'accord, que leur plaque... Il y en a... Ceux dont on parle, par exemple, ce n'est pas forcément des gens qui ont déposé leur plaque d'immatriculation. Leur demande, par exemple, il y a 6 mois ou il y a 5 mois. Il y en a qui ont déposé peut-être leur demande, par exemple, il y a peut-être quelques mois, à peine 2 mois ou 3 mois. Et peut-être qu'ils n'ont pas l'information, par exemple, que les plaques sont disponibles. Vous imaginez avant, lorsqu'on faisait la demande des plaques d'immatriculation, vous savez la foule qu'il y a à la NAT? Vous savez combien parfois les gens sont obligés de pouvoir payer des gens pour pouvoir les aider à faire cette demande-là. Parce qu'il y a tellement de nombre là-bas. Et donc aujourd'hui, si les plaques sont disponibles et que la NAT les appelle à pouvoir venir retirer et que le canal que la NAT utilise n'arrive pas ne permet pas à tout le monde d'avoir l'information, il faut également que la NAT trouve également un moyen de pouvoir les informer. Même un simple testo dans un pays normal, c'est-à-dire c'est la moindre des choses. Hein. Même un simple testo, on peut envoyer. Et éventuellement, la NAT pourra dire que néanmoins, on a essayé par tous les moyens. Je dis, hein, par tous les moyens de pouvoir les contacter à ce qu'ils viennent retirer les plaques parce qu'ils ont payé pour ça. Et ce n'est pas des plaques qu'on veut leur attribuer gratuitement. Je vous comprends. Et donc, on veut quand même que les citoyens également, ceux qui n'ont pas, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même sauce. C'est pas possible. J'essaie de comprendre. Il y en a peut-être qui n'ont pas l'information dont on parle ce matin, par exemple. J'essaie de comprendre votre état d'âme, mais je rectifie quelque chose. Non, pas mon état d'âme. Hein. Non, bon, pas mon état d'âme. Nous défendons. Je n'ai même pas de moto, donc je n'en utilise même pas. Nous défendons les populations, c'est vrai. Mais je voudrais rectifier quelque chose. Depuis quelques mois, quand vous achetez une moto chez un vendeur de moto, en tout cas, les maisons de vente de moto, c'est eux qui s'occupent systématiquement de vous aider pour avoir la plaque. Et ils vous donnent juste la quittance pour aller à la NAT, pour aller faire le ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier déposé il y a 2 mois, 3 mois. Il peut avoir. Non, je vous dis, en réalité... Même quand vous prenez la quittance chez le vendeur de moto, même quand vous prenez la quittance chez le vendeur de moto, vous allez déposer, il y a des fois, vous allez déposer à la NAT. C'est pas tout de suite qu'on vous donne votre plaque. Oui, mais ceux dont on parle, les plaques dont on parle là, c'est des plaques de 2021, 2022, 2023. Allez vérifier. Ce n'est pas les plaques récentes. C'est les gens qui ont déposé depuis. Peut-être certains ont déjà perdu même leur moto. Peut-être certains ont déjà vendu leur moto. Peut-être d'autres ont les motos gâtées. Comme pour vous. Voilà. Et donc, moi, c'est pour vous dire que dans cette affaire, ce n'est pas des plaques récentes. C'est pourquoi je dis, les gens ont été arrêtés pour défaut de plaques.
Ils ont payé, mais ne veulent pas faire l'effort d'aller à l'ANAT pour aller chercher les plaques. Mais il faut remarquer qu'il y a ce problème-là. de moins en moins de plaques non immatriculées. Avis donc à tous les Béninois qui doivent aller récupérer leurs plaques. Vous savez, vous êtes arrêté pour défaut de plaque, vous payez. Ou vous savez qu'on arrête pour défaut de plaque. Mais vous savez que vous avez déposé un dossier depuis 2022. On dit venez chercher les plaques. Même les policiers, quand ils vous arrêtent, vous disent mais pourquoi vous n'êtes pas allé chercher votre plaque? Ils passent le message. Mais les gens délibérément décident de ne pas partir. On ne va pas quand même continuer à les servir comme s'ils étaient le bébé. Ce sont vos frères qui sont dans Dansa, dans un gloglo à Dansa, qui sont venus faire la demande peut-être et qui ne sont plus retournés aller chercher la... Avis donc à tous les Béninois. Parce que selon vous, à Dansa, parce que selon vous, à Dansa, est le lieu le plus reculé du recul du Bénin. Non, je vous concède ça. De toute façon, je suis sûr que quand nous allons aborder un autre sujet. On va voir vos frères du pote nouveau qui n'ont pas assez de distance à faire pour aller à la NAT, mais qui n'ont pas fait. Nous allons aborder un dernier sujet, société toujours, lutte contre la pauvreté avec le programme Gbemi-Soké. Le Bénin investit 4 milliards de francs CFA pour les ménages pauvres. Est-ce que c'est vraiment la lutte contre la pauvreté ou suivez mon regard tout simplement? C'est le hautement social. C'est le hautement social. Mais les ménages qui prennent de l'argent par mois, bon, c'est le hautement social. Ah oui, mais il faut féliciter Patrice Talon et son gouvernement pour le hautement social parce que oui, les gens reçoivent... Non, écoutez, les gens, c'est un effort qui est fait par le gouvernement. L'argent est envoyé à des ménages plus pauvres. On a parlé des jeunes filles qui reçoivent des transferts monétaires. Bon, depuis quelques jours, de plus en plus, on communique sur ces actions. C'est de bonnes guerres. Ça peut arranger les choses et ça peut permettre à gagner quelques voix en 2026. Mais il faut quand même apprécier l'initiative, apprécier ce qui a été fait et dire oui, bravo au gouvernement pour avoir eu cette ingénieuse idée. Et chaque gouvernement vient avec son innovation. On a pu voir sous Boniaï, c'était microcrédit à la FIA. Et puis après, ceux-ci, quand ils sont arrivés, au-delà du microcrédit, ils ont vu la nécessité, compris la nécessité d'aider les ménages les plus pauvres qui ont été recensés dans plusieurs régions du Bénin. Et en même temps, des jeunes filles qui sont à l'école, mais qui reçoivent des transferts monétaires pour les maintenir à l'école, pour qu'elles ne soient pas influençables ou manipulables par des vicieux qui pullulent dans nos localités. Donc, c'est à saluer et vivement qu'au-delà de... Parce que ce n'est pas que 4 000, il y a quand même, je pense qu'il y a tellement de pauvres au Bénin, il faut quand même trouver des partenaires pour davantage impacter le plus de personnes dans nos localités. Marc Goudiano, votre lecture? Ah oui, hein, c'est une assistance de la part de l'État à ces familles vulnérables qui n'arrivent pas à s'en sortir, sûrement qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour pouvoir permettre de pouvoir identifier ces foyers vulnérables afin de pouvoir les accompagner. C'est fort louable parce que vous imaginez pas le nombre de familles qui sont dans l'incapacité de pouvoir quand même s'offrir un repas par jour. Et il y en a en plein au Bénin. Et donc cet accompagnement, ça va pouvoir... 85% des femmes, hein, parmi le lot, il y a 85% qui sont des femmes. Elles vont pouvoir quand même s'organiser, peut-être créer un petit commerce qui va pouvoir leur permettre de pouvoir nourrir leurs enfants, de pouvoir s'en sortir un peu. Et j'espère que le projet va s'étendre, même dans la durée, même après les élections, que le projet pareil puisse se pérenniser afin de pouvoir soulager quand même les populations. Pensez-vous que ce projet pourra se pérenniser quand on voit le moment auquel on l'a mis en exécution? Non, mais ça, c'est mise en exécution. Non, par rapport aux jeunes filles, oui, mais les familles comme ça, dans la période... Le recensement a été fait, je crois que ça a commencé depuis, hein. C'est pas maintenant que ça a commencé. Je comprends votre lecture de la situation. C'est maintenant qu'a été ça. C'est vrai que ça lancé officiellement. Oui, mais... Et c'est maintenant que les gens ont reçu les sous. Voilà. Oui, c'est maintenant les gens ont reçu les sous. C'est vrai que la période d'opérationnalisation a commencé depuis peu, mais du coup, la concrétisation aujourd'hui, maintenant, a été prononcée depuis 2023.
2023. Le 2021, pardon. 2021. Le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Maintenant, on est à la veille des des élections hautement présidentielles. Bon, de toutes les façons, vous savez... En tout cas, nous souhaitons que ça se pérennise. Oui, puisque vous avez soulevé une question qui est également importante. Est-ce que à la veille des élections aujourd'hui, vous allez en voir, hein, ce n'est pas la seule action que vous verrez peut-être qui rentrera également dans le cadre du social, vous allez voir également d'autres actions. Et ça pourra permettre quand même à tous ces acteurs qui sont au sein de la mouvance présidentielle de pouvoir articuler leurs arguments autour de la question. Pourvu que le paysan ou la ménagère qui est au fond d'Adansa puisse avoir sa part et que ça puisse lui permettre de pouvoir nourrir les quelques enfants qu'elle a, que ça puisse lui permettre d'avoir un petit commerce, pourvu que le but recherché soit atteint et pourvu que les acteurs politiques utilisent ça à d'autres fins, tant mieux, que les citoyens quand même trouvent une satisfaction à travers cet appui-là qui va beaucoup aider quand même. Moi, je crois que, bon, d'abord ce matin, ils s'attaquent aux gens d'Adansa, mais non, pas que ça. Je vous rappelle qu'Adansa, c'est un grenier de production d'ananas avec de grandes entreprises. Et donc, il n'y a pas pour autant, la terre est assez fertile, les gens vivent bien. Donc, pour autant... Parmi les 85% de femmes, il n'y en auront pas dedans? Il y en aura, mais pas comme vous le pensez. Alors, il y en aura, hein, parce qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises, mais qui ont recruté beaucoup de personnes. Et quand vous prenez mon arrondissement principal, ceux qui ont créé des entreprises ont recruté rien que de la main-d'œuvre locale. Donc, on n'est pas pour autant pauvre, comme vous le pensez. Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des transferts aux ménages, d'accord, mais je pense qu'il faut aller au-delà, en ce sens qu'aujourd'hui, le producteur de maïs veut qu'on ouvre la frontière et qu'on lui permette de vendre une partie de sa production hors du territoire pour faire du profit également. Le sojaculteur aussi veut que le sac de soja revienne à 25 000 francs, pourquoi pas, ou à défaut qu'on lui donne un quota à céder aux entreprises locales qui font la transformation, mais qu'on lui donne la possibilité aussi également de vendre hors du territoire. Vous savez, il y a des gens qui ont tenté de vendre leur soja à qui ils veulent. Les camions ont été saisis avec le soja et puis donc vous doivent payer. En tout cas, ça a été un problème pour eux. J'ai rencontré il y a quelques jours un jeune de Glodigué qui m'a contacté comme ça, qui a eu de l'argent, qui a voulu acheter du soja et revendre à quelqu'un d'autre. Ça a été saisi avec tout ce qui a suivi et il est endetté jusqu'au cou et cherche des gens pour l'aider. Donc, au-delà de ce que, oui, on fait ces actions, on dit, oui, on a fait des transferts aux gens, il faut quand même aussi avoir un regard sur les producteurs, voir dans quelle mesure on peut aussi les aider et pour que ces personnes aussi arrivent à faire du profit. Non, on ne va pas pouvoir les aider à chaque fois. Hein. S'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils changent de domaine, tout le monde n'est pas... Merci, rectifions. Vous ne pouvez pas clôturer comme ça. Quand vous dites à un producteur, un cultivateur qui est au champ, qui n'a pas appris autre chose, qui fait tout le temps ça, et qui a des difficultés, vous lui dites de changer, il veut aller faire quoi? L'État va l'aider en faisant quoi? En lui donnant l'argent pour pouvoir... Je n'ai pas dit ça. Apparemment, vous m'avez pas dit. On est en train de parler des cas de bonnes dames qu'on veut aider. J'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple pour Djanou. Et je continue, pour le moment, leur cas n'est pas encore d'actualité. Aujourd'hui, il y a possible... Non, pardon. Leur cas n'est pas encore d'actualité. Mais ne dites plus jamais... On pense déjà aux familles... Merci, Roland. Aux familles les plus démunies d'abord, à ceux qui n'ont pas bénéficié du projet H, par exemple, à toutes ces âmes, à toutes ces personnes qui sont dans des zones inondées. Par exemple, vous allez dans la zone de Bonou et autres, par exemple, il y a des familles qui... Les producteurs sont des Béninois concernés. Et quand ils sont en difficulté, nous devons les défendre. Je continue de dire, aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils vont vendre tout ce qu'ils ont produit vers l'extérieur. Mais si on peut fixer un quota, s'ils ont 100 sacs de maïs, par exemple, on leur dit, pour l'entreprise locale, vous le cédez 80, mais vous pouvez vendre 20 à l'extérieur. Nous sommes dans un système capitaliste. Il faut arrêter. Et l'État également doit régulariser. Oui, mais l'État fait en sorte que... Oui, en fait, ce n'est pas seulement les autres qui sont capitalistes. Nous sommes dans un système capitaliste permettant à tout... Et vous et moi, on a fait la même série. On nous a appris que le système capitaliste... C'est la recherche du profit. Oui ou non? Mais lorsque vous ne vous en sortez pas, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est de changer de secteur. Lorsque vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est de changer de secteur. Pour aller où? Celui qui est né au champ depuis les gens qui font le soja là, change de métier pour aller où? Il peut changer de récolte, pas forcément le soja. Il y a le maïs qui est là. L'horoscope sur ce plateau. J'avais du mal à les faire taire. Poursuivons l'émission.